Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de En route vers la Coupe du Monde 2026. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Patrice Bernier pour un épisode fort intéressant où on va regarder les équipes qui pourraient causer la surprise ici en Amérique du Nord cet été. Pat, ce qui est le fun, c'est qu'on en a eu quelques-unes des surprises à la dernière Coupe du Monde. Est-ce que ça rehausse un peu les attentes? Tu sais, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, je comprends que ce n'était pas le parcours au complet, mais ça commençait quand même fort. Ben, tu sais jamais. C'est parce que là, le facteur, c'est que le soccer est tellement. Oui, c'était un gros clash Argentine-Arabie Saoudite, mais c'est possible. C'est juste que oui, on ne s'attend pas à ce qu'une grosse nation comme le Brésil, qui joue contre l'Haïti, devrait écraser. Mais sur un match, sur un moment, sur une bonne planification d'une équipe, tout est possible. Mais là, des équipes peuvent être surprenantes et aller plus loin qu'on s'attend. Ça, oui. Mais un match clash, je pense qu'il y en a. Il y a 48 pays. Fait que il y a bound à avoir un ou deux moments où on dit ah, l'équipe qui était supposée de gagner a perdu. Ces moments-là ont possiblement une plus grande valeur en 2026, par contre, parce qu'on s'en est parlé dans des émissions plus tôt de notre série. Étant donné qu'il y a des meilleurs troisièmes qui vont passer, tu en as des équipes qui vont rentrer, entre guillemets, par la porte d'en arrière et là, avoir l'occasion, sur un coup d'éclat, un 90 minutes, d'éliminer peut-être une grande cylindrée. Puis là, tout d'un coup, tous les espoirs sont permis parce que tu joues avec l'argent de la maison. Oui, tu le mentionnes, là, 32 pays passent sur 48. Donc, il y a certains qui, peut-être, on se dit, bon, finir troisième, c'est fini, ils ne passeront pas. Puis là, ils vont peut-être passer. Et là, dans la ronde d'après, sur un match, c'est bien, les équipes qui sont sous-estimées, ferment, mais la baraque, transition, un coup de pied arrêté, on a vu des moments de magie, hein, et gagnent. Puis une grande nation est éliminée quand tout le monde s'attendait à ce que cette équipe-là se rende beaucoup plus loin. Donc, il y en a qui vont le faire. Puis moi, ouais, ça va être intéressant. Je pense qu'on va peut-être avoir ces moments-là peut-être des plus grands moments de déception pour certains qu'on est habitué. On va commencer par la première des 5 nations qu'on a identifiées, la Norvège. Certains vont dire, ouais, mais là, on comprend les genres d'armes qu'on a. Quoique, je veux dire, on va se préparer en conséquence. C'est une équipe qui va se retrouver dans un groupe avec une équipe avec le Sénégal et la France. Au moment d'enregistrer l'épisode, l'autre équipe est encore à déterminer. C'en est une équipe, ça, qui, sur un match, malgré le manque d'expérience, parce que c'est sa quatrième participation seulement, une première depuis 1998. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, c'est que tu n'as aucun leg générationnel d'une expérience à la Coupe du Monde. Et pourtant. Pourtant, on regarde les qualifications, survolées parce qu'on parlait de l'Italie, la belle famille, tout ça, mais ouais, la Norvège est allée sans faute. Je pense que c'est 37 buts pour, 5 buts contre. On donné pas une défaite à l'Italie, puis pas une petite défaite. C'est 3-0 puis 4-1. Puis tu te dis, ben c'est la Norvège. Puis oui, on dit Erling Haaland. Mais Martin Odegaard, puis quand même, ils l'ont fait de façon convaincante. Qui fait que quand tu arrives à la Coupe du Monde, tu te dis, ben voilà potentiellement une équipe qui, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été à la Coupe du Monde, mais peut-être qu'ils ont l'étoffe pour faire une surprise. Quand on dit surprise, c'est se rendre assez loin dans le Ouais. parcours. Et ils commencent dans un groupe, attends, t'affrontes la France, t'affrontes le Sénégal. Ah ouais. C'est déjà un peu des matchs, je ne vais pas dire de mort subite, mais qui vont être de haute envergure, qui vont te préparer pour la prochaine. Puis faites attention, je ne connais pas encore grand monde qui peut arrêter Erling Haaland. Juste à savoir maintenant, c'est facile à dire la Norvège est costaude parce qu'elle a deux joueurs de très haut niveau, mais là, eux, ils n'ont pas l'étoffe d'être à la Coupe du Monde. Oui, Champions League, c'est une chose. Oui, jouer à Manchester City, mais c'est pas pareil d'être à la Coupe du Monde puis d'être dans un pays qui a les habitudes. Argentine, France, Allemagne, Brésil. Eux, culturellement, la pression, ils la ressentent et ils sont supposés être dans le carré d'as. Exact. La Norvège, c'est on arrive, puis on n'a pas été là depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Jusqu'à où ils vont se rendre? Moi, j'ai un pressenti que c'est une équipe qui perd très peu, puis qui pourrait se prendre et se rendre assez loin. À leur dernière présence à la Coupe du Monde, on le disait, c'était en 1998, étaient sortis de leur groupe, avaient atteint les huitièmes de finale, ont atteint les huitièmes de finale 2 fois. La première, c'était en 1938. On repassera peut-être pour les références. Il me semble que c'est le Brésil qui les élimine. Puis ça a pris
Ronaldo et Rivaldo et Bebeto pour bien les sortir. Je me rappelle bien le 98. Étais-tu là dans une autre vie? Non, je me rappelle parce que ces cassettes-là, je les ai regardées. Fait que, tu sais, les matchs, je reconnais. Puis en plus, je pense, si je me rappelle bien, c'était quasiment ils allaient comme les aimer, mais la Norvège, voilà. C'est un pays qui va faire. Mais dans ce temps-là, c'était rigueur, travail, on court. Là, tu as un peu plus de qualité de joueur. On parlait des places de meilleur troisième qui ouvrent qui va ouvrir un trajet à certaines équipes et qui n'avaient pas la même possibilité. La deuxième équipe qu'on a identifiée est dans le même groupe, Sénégal, avec l'équipe de France. On s'entend que les Français, ce ne serait pas une grande surprise. La Norvège, et on le disait tantôt, une équipe à déterminer. Vient de vivre une CAN quand même exceptionnelle plus tôt cette année. Quatrième participation pour eux aussi. Étaient là en 2022. Leur meilleure performance, c'est des huitièmes de finale. À quel point tu es porté par la CAN si tu es le Sénégal, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un nuage duquel il faut redescendre au plus vite? Bien, je pense que le Sénégal, c'est ils sont champions. Le facteur de champion te donne un sentiment encore plus de croire dans tes moyens. Puis, tu l'as dit, les dernières Coupes du Monde, bien, ils font des étapes. C'est comme un pays qui monte tranquillement en puissance au point de dire, bien, on a du vécu maintenant. Le savoir un peu de qu'est-ce que ça va prendre pour passer, ils l'ont. Puis là, ils viennent juste de gagner la Coupe d'Afrique d'une façon aussi qu'on sait bien qu'est-ce qui s'est passé avec la finale. Donc, je pense qu'ils sont bien équipés mentalement pour dire, OK, la France, je pense que dans leur tête, ils n'ont aucun complexe à faire la France, même si on sait que la France, sur papier, est plus dominante. Je pense que c'est juste bien équilibré de joueurs au bon âge, même si Sadio Mané est un peu plus vieux, il a quand même son mot à dire dans le groupe. Et le facteur d'avoir gagné la Coupe d'Afrique, d'avoir battu le Maroc au Maroc, bien, ça te dit qu'on peut aller aux États-Unis et dire, bien, OK, oui, la France, mais OK, ça, ce sera la partie groupe. Mais nous, on va passer au prochain tour, puis on risque d'aller un peu plus loin qu'on a déjà été. Puis, quelque part, le Maroc fait que tous les autres pays africains se disent, ben attends, le Maroc, ils sont au moment, là, mais là, ça va être à nous. Donc, je pense qu'ils vont être portés sur dire qu'eux, ils peuvent être la nation africaine qui va jusqu'au bout. Pas avoir de complexe face à l'équipe de France. On comprend que ça peut être un atout, ça peut être une arme atomique mentalement pour pas déjouer. À l'inverse, ça peut être un peu naïf aussi face à une équipe qui s'est rendue presque au bout de chaque compétition auquel on a participé depuis un bon moment maintenant. C'est un avantage ou c'est une naïveté qui peut nous faire mal de rentrer sans complexe face aux Français? Est-ce qu'il faut se garder au contraire sur la pointe des pieds un peu plus? Non, je pense que pour eux autres, c'est le match contre la France, c'est les pays qu'il faut arriver à battre ou au moins savoir qu'est-ce que ça prend pour... Parce qu'on sait bien, la Coupe du Monde, c'est gagné par 7 ou 8 pays. Donc, la France, ils vont se dire qu'ils n'ont pas de complexe, mais en même temps, c'est un prélude de... Bien, c'est un type de pays que si on gagne contre eux, ça va être, au moins, un résultat positif. Ça va être assez pour dire, bien, on en a assez pour on se peut rendre. Se mesurer. On peut se décomplexer parce que dans le prochain tour, tu affrontes peut-être l'Espagne, tu affrontes peut-être une autre grosse nation, puis la France devient... c'est la marque de référence, puis tu l'as dit. C'est soit gagner la Coupe du Monde, soit être en finale. Donc, tu parles d'une des références dernièrement, de la dernière décennie ou dernière Coupe du Monde. Donc, il ne faut pas qu'ils rentrent en complexe, mais certainement pas avoir... C'est pas 2002. Champion du monde, Zidane et compagnie. Nous, on les sous-estimés. Puis, on crée la surprise. Les Français ne vont pas se laisser surprendre. Puis, eux, ils arrivent en étant champions d'Afrique. Mais c'est un match France-Sénégal qui peut, pour eux autres, être un symbole de ce qui reste à suivre. Tu as fait mention du Maroc qui a été battu par le Sénégal en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe du Maroc qui va affronter le Brésil, Haïti, l'Écosse. Là, il y a perdre une finale. Il y a perdre une finale comme le Maroc a perdu sa finale en Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal, avec le pénalty qui est donné, le Sénégal qui quitte le terrain, Brahim Diaz qui rate le pénalty avec une panenka où je pense que plusieurs personnes se demandent encore ce qui s'est passé. Il y a plein de théories, certaines farfelues, certaines sont probablement en plein sur le clou. Quel genre de traces ça peut laisser? Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais beaucoup de fans, je vais les appeler neutres, qui avaient plus leur équipe
dans les derniers milles de la Coupe du Monde en 2022, se sont rangés derrière le Maroc parce que c'était tellement une belle histoire. Ça portait l'histoire de tout un continent. C'était pas seulement d'un pays parce qu'on est allé plus loin que n'importe quelle autre équipe africaine. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un biais favorable, que tout le monde aimerait voir le Maroc répéter ça. En même temps, ils vont être attendus. Les adversaires vont plus faire leur devoir. Tu viens de perdre la CAN. Est-ce que c'est mettre la barre trop haute que de penser que c'est une équipe qui peut créer la surprise encore? Mais c'est là ce qui est le côté du Maroc. Je prends le continent africain, il y a souvent eu des équipes puis eux autres ont été le plus loin de tous. Mais le deuxième tournoi devient le penchant, c'est la régularité. Puis quand on dit les nations qui sont championnes, elles sont championnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont habituées d'être en quart de finale ou en demi-finale. Et donc, pour le Maroc, ils sont attendus. Là, ils avaient aussi, je me rappelle bien de Mauro Biello qui disait que quand ils ont joué contre le Maroc, c'est que le 12e joueur avait ce facteur parce que le pays n'est pas loin, c'était beaucoup plus proche. Là, en étant aux États-Unis, oui, il va avoir du support marocain. Mais c'est pas un pays arabe. Mais est-ce que tu vas avoir ce même facteur-là? Là, tu joues sans avoir parce qu'il y a des pays, on sait, l'Argentine, la Colombie, les partisans, peu importe, c'est partout dans le monde. Tu vas être à domicile. Mais là, le Maroc, tu es attendu. Puis tu es dans un groupe que, tu sais, même si on est dans le Brésil, personne ne fait comme, oui, Brésil peut-être premier, mais le Maroc pourrait finir premier aussi. Ça serait même pas on ne serait pas surpris. Donc là, maintenant, reste à ce que tu peux convaincre puis aller plus loin que ce que tu as fait, ou du moins rester dans cette conversation-là, d'être dans le quart de finale, demi-finale, qui fait que une Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde, peut-être la 3e Coupe du Monde, bien, ce serait un pays qu'on dit, bien, le Maroc, maintenant, c'est pas un outsider, c'est un contender, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut dire un favori. Et là, eux autres, c'est la surprise, c'est est-ce qu'ils peuvent se ranger à garder l'étiquette qu'ils ont gagnée de la Coupe du Monde 2022. Oui, puis c'est là où ça va être intéressant de voir est-ce qu'on fait évoluer la tactique de cette équipe-là, est-ce qu'on se garde quelques cartes en poche en cours de match, parce que c'était une équipe qui, puis je dis ça avec toute l'affection du monde, c'est une équipe qui était relativement prévisible à la Coupe du Monde 2022, mais ils n'étaient pas battables. L'éthique de travail, la capacité à sublimer en fin de match. Évidemment, il faut que tu marques aussi, là, puis que tu arrives à empêcher l'adversaire de marquer, mais c'est pas comme si on avait une recette particulièrement spéciale. Et non, pourtant, c'est une équipe qui était super difficile à battre. Difficile à battre, puis le facteur ferveur. Je pense que l'aspect psychologique d'avoir monté, parce qu'ils ont joué en étant sous-estimés. Rappelons-nous, Belgique, Croatie, Canada, Maroc. Tout le monde s'était dit, bon, Belgique, Croatie, puis le Canada a peut-être une chance. Et puis finalement, c'est le Maroc qui fait son bout de chemin. Mais là, comme la surprise, c'est que tu n'es pas le sous-estimé. On va s'attendre à ce que tu performes un peu. Donc, est-ce qu'ils peuvent aller juste, je ne vais pas dire au bout, parce que c'est normalement les mêmes qui devraient s'y rendre, mais est-ce qu'ils peuvent maintenir cette régularité? Puis, comme je le dis, apporter une carte cachée qu'on ne s'attend pas. Là, c'était bien défensivement, c'était beaucoup de volume, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engagement. Maintenant, qu'est-ce que le Maroc peut apporter de différent que les autres ne s'attendront pas? On le rappelle, en date d'aujourd'hui, le Canada va affronter, lors de son premier match, une équipe à déterminer. Ça va se passer à Toronto. Deuxième et troisième match vont se jouer au BC Place de Vancouver face à la Suisse et le Qatar pour terminer la phase de groupe. Est-ce que le Canada tombe dans cette catégorie-là d'équipes qui pourraient surprendre? Je vais répondre en partie à cette question-là. Je pense que oui, parce qu'on n'est jamais sorti de la phase de groupe. Mais à quel moment ça devient une vraie surprise? Parce que finir au premier tour éliminatoire, étant passé par la 3e place, tu te dis, bon, OK, c'est peut-être le format du tournoi qui nous a permis de sortir de la phase de groupe pour une première fois. Une surprise canadienne, ça ressemblerait à quoi? Écoute, je dis là, c'est sûr, bon, c'est Canada, puis on a ce côté où on est de la place, mais je regarde le groupe, je regarde ce qu'ils ont fait à Coupe América, je regarde les performances vraiment, je regarde la constance de l'équipe, puis des matchs dans lesquels ils ont affronté, puis les adversaires qu'ils ont affrontés, puis ils ont été capables d'être performants, puis battre les équipes en Europe où avant c'était. Donc, qui te donne le coup de pouce de dire, ils sont à la maison, donc le 12e joueur peut jouer un facteur, oui, ils vont jouer 3 matchs chez eux, et le pays va se ranger derrière eux. Mais le groupe,
Les joueurs ont une expérience d'une Coupe du Monde de plus. C'est plus ou moins à peu près beaucoup des mêmes joueurs dans l'alignement partant. Ouais. Un coach qui a beaucoup plus que de l'étoffe, du moins du haut niveau Premier League, et qui semble porter une conviction encore plus loin que ce que John Vernon a donné la motivation. Jesse Marsch, il a concrétisé que vous pouvez faire partie du top 30, même pourquoi pas du top 25. Ouais, pas juste être de la fête, vraiment être un acteur important. Et donc, Suisse, parce que c'est pas facile, la Suisse, Qatar, potentiellement l'Italie, mais ça reste à déterminer qui sera le pays européen. Moi, je pense qu'ils ont une carte où ils peuvent jouer, puis que c'est finir deuxième ou dans les meilleurs troisièmes. Parce que c'est une équipe basée sur, si l'autre équipe domine le jeu, moi, je peux te faire mal. Dans son agressivité, dans sa transition rapide, dans ses joueurs à des flèches rapides. Donc, ils ont les arguments, du moins de toutes les équipes CONCACAF, c'est le pays que je pense qui a le plus de chances de se rendre le plus loin. Les Japonais, eux, il y a un genre de plafond de verre au-dessus de cette équipe-là qui est elle et ses partisans, qui sont toujours les plus propres du tournoi. On ramasse nos déchets dans les estrades. Je veux dire, préparez-vous. Là. À quelque part, mi-juin, là, vous allez voir des publications sur les médias sociaux des fans japonais qui se promènent avec des sacs, qui ramassent ça, puis on va tout avoir honte de comment on laisse nos vidanges en avant de chez nous un mercredi matin, si c'est là qu'on les ramasse, mais ça, c'est un autre dossier. Japon, avec le Pays-Bas, la Tunisie et une équipe à déterminer pour une 8e Coupe du Monde. Tu sais, ça commence on parlait d'expérience institutionnelle pour la Norvège qui était inexistante. C'est pas tout à fait le cas pour les Japonais qui sont habitués d'être performants sur leur scène continentale. Mais tu n'as jamais passé les 8e de finale. Est-ce que pour eux, ça devient, si tu te retrouves en quart de finale, automatiquement une réussite puis une surprise, sachant qu'on est presque habitué de les voir s'écrouler en 8e? Oui, parce que le Japon a toujours été le bon pays qui joue bien. On les admire. Rigoureux. C'était le fun de les voir. Puis merci, oui, mais pas plus. On se reverra dans 4 ans. Mais depuis les dernières années, puis on en a parlé des joueurs, tout, on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est prêt à passer. Là, il faut les résultats, mais on est prêt à passer. On a des joueurs avec plus de flair qui sont, oui, toujours organisés, disciplinés, rigoureux, mais avec la petite coche de plus on joue dans les grands championnats. On a des joueurs qui sont des joueurs de premier plan. Et puis, dans le projet, ça donne que tu arrives un moment donné, tu as été au laboratoire, tu as testé, mais tu sais que ta formule, elle est bonne. Mais tu attends le petit déclic. Et le Japon, je pense qu'ils ont les outils présentement pour dire on peut se permettre de croire qu'on doit aller plus loin. Puis qu'un quart de finale serait on a passé le cap. Puis que est-ce que c'était le cap qui nous fait que maintenant quart de finale, on peut croire à la demi-finale. Ils ont les outils, ils ont une belle équipe, puis le projet, leur ascension, elle est tranquille, mais elle fait du sens. De toutes les nations qu'on a parlé, c'est celle que tu dis, si tu dis surprise, oui, mais en même temps, ce serait logique. Leur travail mène qu'ils devraient être là. Mais, comme tu l'as dit, ça a toujours été 8e de finale. Donc, mais moi, je m'attends à ce qu'ils fassent un peu mieux. Puis d'une Coupe du Monde à 48 pays où ce que potentiellement, tu affrontes d'autres mondes dans la ronde des 16, puis tu passes. Puis là, tu arrives en 8e de finale dans un match qui est peut-être plus abordable qu'avant. Tu tombais sur un cadre qui t'éliminait tout de suite. Mais j'aime le Japon. J'ai une fascination pour la culture. Puis peut-être c'est Captain Tsubasa qui m'a fait rêver, puis que peut-être Olivier Tom, il y en a un qui va arriver, puis ils vont sortir quelque chose de spécial. Mais je pense que c'est leur moment, c'est peut-être leur Coupe du Monde de passer un cap. Peut-être pas gagner la Coupe du Monde, mais passer un cap. C'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui, mais ce qui va être fascinant à surveiller aussi, c'est à quel point les équipes vont être prêtes à affronter les équipes au tour suivant, au tour éliminatoire, parce que traditionnellement, oui, tu as des surprises, mais tu peux te préparer pour les scénarios. Puis tu te dis, il y a des bonnes chances qu'on affronte telle équipe parce que tu sais que tu vas affronter le deuxième de tel groupe si tu finis premier ou le premier si tu finis deuxième. Là, les scénarios, les permutations sont beaucoup plus nombreuses, ce qui veut dire que tu es supposé de faire ton travail quand même, mais à quel point tu as les ressources, le savoir, puis la capacité et le temps de te préparer pour
tous les scénarios, c'est peut-être là qu'il va y avoir des marges intéressantes à gagner. Non, c'est un excellent point parce qu'en même temps, on a parlé de s'il va y avoir des surprises de résultats. Imagine une surprise de résultats. Il y a toujours une grande nation qui peut tomber troisième. Exact. Pas eu un bon tournoi, mais là, la troisième place, il y en a 8 qui passent. Puis tu rentres, puis là, c'est un pays qu'on s'attendait à être dans les premiers de classe, puis qui finit par rentrer ailleurs, puis qui change la donne, puis que toi, ton chemin se trace un peu mieux. Ah, intéressant. 48 pays, ça sera une première, et puis on va voir ce que ça va donner. Qui sait?